Dans ce nouvel épisode de Regard Contemporain, nous avons le plaisir de partager avec vous le parcours, les activités et les préoccupations d'un profil assez atypique. Il s'agit d'une personne issue d'une triple culture, médecine, RED et sport, comme lui-même aime à se présenter assez souvent. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec lui. Mathieu Langlois, bonjour et merci d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien. S'il fallait tomber votre casquette professionnelle pour vous présenter, que diriez-vous, notamment à l'attention des personnes qui nous suivent? Vous commencez fort, car j'ai toujours été plus à l'aise pour parler de mon métier, de mes expériences que de moi-même. Si je devais me définir, je dirais que je suis un homme qui s'est construit dans les épreuves et que cela me correspond assez bien. Je dirais aussi que ma force vient probablement de l'acceptation de mes faiblesses. Je pense être sincère et entier. Ça peut heurter parfois, j'en conviens parfaitement. Mais bon, à 53 ans, on ne se refait pas. J'essaie juste de m'améliorer sans perdre mes qualités. Ce que je suis, même sans masque, n'est pas pour moi très important. En tout cas, le jugement des autres n'est pas important. Puis de toute manière, si on doit parler de soi, on n'est jamais réellement objectif. En revanche, je sais ce que j'essaie de transmettre, en particulier à mes enfants. Et j'insiste avec eux pour leur expliquer qu'il y a 2 phrases que je ne veux jamais entendre dans leur bouche. C'est la première, c'est pas ma faute, et la deuxième, c'est j'y ai le droit. Le refus d'utiliser ces 2 phrases est pour moi assez révélateur. Et j'espère que cela me ressemble pas mal. En tout cas, c'est ce que j'aimerais qu'ils retiennent de moi, en se disant que papa, il ne triche pas avec lui-même. C'est pour moi une forme d'exigence, et c'est valable aussi bien dans ma vie perso, dans ma vie pro, que dans ma pratique sportive qui me nourrit tant. Le sport a été très révélateur pour moi sur le plan humain. Alors j'ai pratiqué de nombreux sports, de nombreuses activités, certains à très bon niveau, d'autres de manière parfaitement hédoniste, mais toujours avec la même exigence, celle de ne pas tricher et de me donner à fond. Et que ce soit de manière individuelle ou collective, dans les sports comme le rugby. La performance ou la compétition était pour moi une cerise sur le gâteau. Mais ce qui m'a toujours enrichi dans le sport, c'est le sentiment d'avoir donné mon maximum sans tricher. Au-delà de ça, dans certains sports dits à risque, c'est d'accepter cette prise de risque et d'emmener ou de fédérer des équipes, des partenaires, des camarades à aller plus loin dans l'épreuve, dans la prise de risque et dans la gestion des émotions. Alors je vais être honnête avec vous, j'avoue que depuis quelque temps, peut-être l'âge, j'apprends aussi à prendre plus de plaisir, me faire moins mal et plus partager justement collectivement ces émotions et ces sensations. Et évidemment, le sport est un magnifique terrain de jeu d'aventure humaine. Voilà, je ne sais pas si j'ai tombé le masque, sûrement pas complètement, mais le reste m'appartient. Le sport est un magnifique terrain de jeu et d'aventure humaine. C'est l'une des choses que nous retenons des éléments de réponse que vous venez de nous donner au sujet de cette première préoccupation. Et nous allons poursuivre avec la préoccupation suivante. S'il fallait présenter votre parcours aux personnes qui nous suivent, que diriez-vous? Je suis un médecin de 53 ans avec un parcours humain riche, même très riche, et j'ai eu cette chance. Je suis médecin anesthésiste réanimateur spécialisé dans la traumatologie, la médecine de catastrophe et la gestion de crise. Et j'ai un parcours qui est assez atypique. J'ai souvent été assez curieux pour vivre plusieurs expériences en même temps. Souvent en cherchant à travailler aussi bien à l'hôpital qu'en dehors de l'hôpital.
travaillé au SAMU, chez les pompiers, au bloc opératoire et en réanimation. Et finalement, quand je regarde pourquoi ces choix professionnels, je dirais que ce qui m'intéressait avant tout, ce n'était pas les compétences dites techniques et la maîtrise de ces compétences, mais bien les compétences non techniques ou humaines. Ce qui m'intéressait, c'était de créer du lien, un lien de confiance indispensable pour collectivement traverser des situations difficiles. Alors évidemment, cela ne se fait pas sans maîtrise technique et sans expérience. Mais mon objectif professionnel était là, obtenir la confiance des équipes avec qui je bossais. Et dans l'équipe, je mets évidemment le malade ou le blessé et sa famille. Et comme je l'ai dit, j'ai traversé de nombreuses épreuves, ce qui m'a permis de grandir et de m'enrichir humainement face aux émotions, à la détresse, à la souffrance et à la mort. Mon expérience professionnelle m'a apporté des occasions nombreuses de vivre des crises en équipe, de prendre des décisions parfois difficiles et d'agir en maîtrisant nos émotions. En réalité, de me transformer dans l'urgence grâce à la confiance en moi. Évidemment, l'attentat du Bataclan est probablement le soir où je me suis senti le plus utile, où j'ai compris toute l'exigence que j'avais mis dans cette préparation. Mais il ne faut surtout pas oublier que la construction professionnelle et personnelle, elle avait débuté bien avant et elle continue toujours maintenant. Pour obtenir ce niveau de confiance, il faut se confronter régulièrement à des situations difficiles, se mettre en difficulté vis-à-vis de ses émotions et apprendre à décider sous stress aigu. Je dis souvent que nous sommes dans un cycle permanent. On se prépare avant, on s'adapte pendant et on s'améliore après. Alors maintenant, je commence à avoir pas mal d'expérience et ce qui caractérise le médecin que je suis, c'est sans doute mon regard humain sur la gestion de crise. Et c'est valable que l'on se trouve au niveau stratégique, tactique ou opérationnel, car j'ai eu la chance d'exercer à ces 3 niveaux de la gestion de crise, aussi bien à l'hôpital qu'au RAID. De mon expérience, je ne tire aucune gloire, loin de là, mais en revanche, cela me donne une certaine légitimité. Et j'ai la conviction qu'au-delà de la planification et des process, c'est la qualité humaine, ce qu'on appelle le facteur humain, qui détermine la capacité d'un groupe à performer dans les situations complexes, difficiles et stressantes. Quand je suis avec des jeunes médecins, comme avec des jeunes dirigeants, je partage cela en essayant de les convaincre d'avoir un peu moins de certitude, mais beaucoup plus de confiance en eux. Je suis un peu devenu un spécialiste du management humain pour une exécution stratégique des plans de crise. Merci pour ces éléments de votre parcours que vous venez de partager avec nous. L'une des choses que nous retenons, c'est que vous êtes un expert en management de l'humain. C'est une compétence assez rare et que nous ne connaissions pas encore. Vous nous l'apprenez et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Nous allons poursuivre notre entretien avec la préoccupation suivante: expérience hospitalière et expérience préhospitalière. Pour vous, à quelle réalité renvoient ces deux notions et quel lien établissez-vous entre elles? Un médecin soigne les mêmes pathologies avec les mêmes outils, qu'il soit dans une crevasse en montagne, sur une scène d'attentat, dans une opération militaire extérieure, au SAMU ou à l'hôpital. Par exemple, une hémorragie grave, c'est toujours la même chose, c'est un robinet ouvert qu'il faut fermer au plus vite. Faire croire qu'il existe des différences de prise en charge, des compétences particulières, c'est pour moi inexact. L'hémorragie grave, ce qui la sauve, c'est une prise en charge rapide où on réduit au maximum le temps entre la blessure et l'arrivée au bloc opératoire. Et le reste, pour moi, c'est du blabla. En revanche, il existe des vraies différences dans l'agilité collective et dans le management pour y arriver. Comment le médecin, intégré à une équipe,
va s'adapter aux contraintes qui s'imposent à lui. Et les contraintes, elles seront organisationnelles, techniques et humaines. Si on prend l'exemple du secours en montagne ou de la médecine tactique, c'est-à-dire l'organisation des secours en cas d'attentat, eh bien, il est facile de comprendre que les contraintes seront fortes, qu'elles s'imposeront, et que ce qui va être déterminant, c'est la manière dont le médecin va être capable de s'adapter. Cela va lui demander évidemment une formation. Monter dans un hélicoptère de secours en montagne sans savoir mettre un baudrier est une énorme connerie. Et vouloir intégrer une équipe du raid sans se former, sans en avoir les qualités physiques et psychologiques, c'est l'assurance qu'au mieux vous ne servirez à rien. Mais de toute manière, dans les deux cas, ils ne vous laisseront même pas approcher, car la confiance a un prix. Pour être un peu provocateur, j'essaie de démontrer que finalement, l'hôpital est un modèle assez confortable, cadré et contrôlé. En revanche, en préhospitalier, c'est-à-dire dans les SAMU, cela devient moins en moins vrai. Et on peut aller jusqu'au RAID, où là, le modèle est totalement à l'opposé du modèle hospitalier. On passe du contrôle à la confiance. Et le médecin, il est sous contrainte extrême, et c'est à lui de s'adapter pour exercer efficacement son métier. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous ne sommes pas tous faits pour cet exercice. Même si, évidemment, nous faisons tous le même métier, c'est-à-dire soigner et secourir. Et maintenant, une question liée à la violence. Diriez-vous que la violence progresse dans le monde, car les sociétés oublient assez vite les tragédies humaines telles que celle qui s'est produite au Bataclan il y a quelques années? Je ne suis pas tellement sensible à cette agitation autour d'un monde violent. Alors je regarde la réalité en face, mais je ne rajoute jamais d'émotions inutiles. Évidemment que l'expression de la violence est toujours palpable et de plus en plus médiatisée. Probablement aussi que notre capacité émotionnelle à accepter cette violence est différente. Mon métier, c'était de me préparer à être performant dans n'importe quelle situation, à anticiper l'organisation des secours, quel que soit le niveau de violence. Alors moi, je préfère parler de menaces. Et nous avions construit justement une doctrine unique au monde pour organiser le sauvetage sous la menace en cas d'attentat majeur. Notre force, notre objectif était de tout mettre en place, quel que soit le niveau et l'ampleur de la menace, et surtout quel que soit le nombre de victimes. Alors croyez-moi, nous n'étions pas là pour spéculer sur la violence, mais uniquement concentrés à créer des outils agiles et efficaces pour être performants, quel que soit le niveau de menace. Maintenant, j'ai aussi mon regard d'homme, de père, de citoyen sur le monde actuel qui, en effet, demande beaucoup de prudence. Et il ne faut pas être naïf, mais je sais que, par expérience, que la sérénité est la meilleure arme face à la violence. Regardez en voiture, en cas d'accident ou d'accrochage, si on vous agresse, si vous répondez par de l'agressivité, c'est la fin. La surenchère sera immédiate. En revanche, une attitude calme, sereine, même l'humour bien utilisé, seront des armes bien plus efficaces. Les policiers du RAID sont justement sélectionnés et formés pour avoir cette attitude, quelle que soit la situation et l'agression qui se présente face à eux. Ils sont pour moi les champions du monde toutes catégories de la réponse à la menace. Et j'ai beaucoup appris grâce à eux. Merci Mathieu pour ces éléments de réponse et nous retenons entre autres parmi les différents points que vous avez évoqués que très souvent face à la violence, il vaut mieux garder une attitude sereine et ne pas répondre à l'agressivité forcément par l'agressivité parce que c'est plus
faire le jeu de ceux qui agressent et ça facilite plus une escalade de la violence qu'autre chose. Merci et nous poursuivons notre échange avec maintenant un focus sur votre expérience au sein du RAID. Que vous avez évoqué dans une interview récemment accordée à WhatsApp Doc, Médecin du RAID a été ma plus belle aventure humaine et c'est probablement là où je me suis senti le plus à ma place du point de vue professionnel. C'est ce que vous avez déclaré dans une interview récemment accordée à WhatsApp Doc. Pouvez-vous clarifier cette assertion, notamment pour les personnes qui nous suivent? Je parlais de mon aventure professionnelle et non personnelle. Mais oui, et je le répète, j'ai toujours cherché à me révéler humainement, en particulier dans les situations de stress aigu, car je savais au fond de moi que c'était une de mes grandes qualités. Et donc oui, j'affirme qu'à titre professionnel, ces années au RAID, j'étais à ma place. Je donnais autant que je recevais humainement. Je vous parlais de la confiance que l'on reçoit de l'équipe. Alors j'avais déjà connu ça avec les équipes du SAMU, au bloc opératoire, en réanimation ou dans le sport. Mais au RAID, c'était encore plus fort. La manière de se dire bonjour le matin était très révélatrice de la confiance que l'on se porte les uns envers les autres. Et donc tous les matins, vous avez une épreuve, un test de vérité. Suis-je à ma place ou non? Mes années au RAID, nous avons été confrontés à tous les attentats que la France a connus entre 2012 et 2021. Je vous parlais de la mise à l'épreuve régulière pour savoir si vous êtes à la bonne place. Eh bien là, nous avons été vraiment mis à l'épreuve. Et si je n'avais pas été à ma place, primo, je l'aurais su par moi-même et je serais parti. Et deuxio, je pense et j'espère qu'il m'aurait fait comprendre d'aller faire un autre métier. C'est cette exigence que nous partageons et qui nous lie collectivement, qui nous procure de la confiance et pour laquelle il ne faut jamais tricher. Et je vais vous raconter une anecdote. En ma qualité de chef, c'est l'exigence que j'imposais à mon équipe. Mais j'ai connu un vrai échec de manager, car je n'ai pas trouvé comment faire comprendre à un de mes médecins que le niveau d'exigence avait encore augmenté après les attentats de novembre 2015. Je lui ai expliqué qu'il n'avait probablement plus l'énergie pour y arriver. La suite, je n'en dirai pas plus, mais elle fut pénible pour moi et pour notre équipe. Donc oui, ce fut ma plus belle aventure humaine à titre professionnel, mais je ne vais pas vous mentir, ce fut parfois extrêmement difficile. Et maintenant, avec votre permission, nous allons nous intéresser à Mathieu Langlois en tant que conférencier spécialisé dans l'accompagnement des organisations et des décideurs. Depuis près de 2 ans, vous êtes conférencier. Vous intervenez régulièrement auprès des organisations et des décideurs. D'après vous, qu'est-ce que votre expérience dans le RAID vous permet de leur transmettre pour les aider à relever les challenges auxquels ils sont confrontés? Un médecin, il manage de l'humain au quotidien. Et au RAID, nous gérons des crises. Pas au quotidien, mais en tout cas, nous nous y préparons au quotidien. Et l'association des deux, finalement, c'est du management humain dans l'exécution aussi bien stratégique, tactique qu'opérationnelle des plans de crise. Et notre monde actuel, qualifié de VUCA pour vulnérant, incertain, complexe et ambigu, oblige les entreprises à modifier et transformer leur organisation, leur process et leur management. Sans copier les modèles que j'ai connus, aussi bien dans le monde de la santé qu'au RAID, je suis sûr qu'il existe des transpositions. Et je le vois parfaitement en accompagnant des dirigeants. Les compétences non techniques, dit facteurs humains,
prennent de plus en plus de place. J'ai passé beaucoup de temps à comprendre, analyser comment fonctionne une entreprise, le rôle et les responsabilités d'un dirigeant. Je cherche aussi à comprendre quelles sont les attentes et les objectifs, et afin de regarder comment mes outils, sortis de leur contexte, peuvent venir se plugger sur une entreprise et son écosystème. Si l'on parle par exemple de la confiance, évidemment que cela ne peut pas se résumer à un PowerPoint avec des belles photos, des histoires de médecine de catastrophe ou du RAID. Pour accompagner un dirigeant, il faut s'immerger avec lui, l'accompagner en interne pour progressivement proposer de tester ses outils, de mettre en place un cycle de préparation, d'adaptation et d'amélioration. J'utilise ce que je connais et ce que je sais faire tout en l'ouvrant à l'entreprise. Cela doit être une rencontre. J'aime par exemple monter des exercices de crise, non pas pour valider ce qu'on sait déjà, mais pour détecter les failles, se mettre en difficulté. Mais attention, surtout, cela ne s'arrête pas là. Et c'est même que tout commence avec la construction d'un retour d'expérience dit RETEX, où l'on cherche à s'améliorer. Comme je l'ai dit, je n'ai aucune certitude, mais en accompagnant en interne des dirigeants, en prenant avec eux le temps, on optimisera la performance collective face à l'incertitude et le stress. Est-ce rentable pour le dirigeant et l'entreprise ? Je dirais qu'un plan de continuité basé plus sur les ressources que sur les moyens, non seulement sera plus performant malgré l'incertitude et les crises, mais permettra aussi de se servir de ces situations pour transformer, pour innover et pour valoriser. Merci Mathieu. Ce que nous retenons des éléments de réponse que vous venez de nous donner ou alors de partager avec nous, c'est que dans votre processus d'accompagnement, que ce soit auprès des organisations ou des décideurs, euh, euh, il y a des éléments qui sont essentiels, c'est-à-dire l'imprégnation et l'immersion, parce que c'est à travers l'imprégnation et l'immersion que vous arrivez à toucher du doigt les points sur lesquels il faudrait travailler pour optimiser les performances de ces organisations-là ou aider ces décideurs-là à s'améliorer en tant que décideurs ou en tant que manager. Merci et nous allons embrayer avec la préoccupation suivante. Vous êtes également expert APM. S'il fallait partager avec les personnes qui nous suivent les enjeux placés au cœur des travaux de cette association qui réunit actuellement au cours de ce mois de mars plusieurs managers et leaders d'ailleurs, venus des 4 coins du monde. Que diriez-vous? Je n'aime pas le mot d'expert. Ça me rappelle une phrase d'Ange Monsigny, qui était le premier patron du RAID, et qui disait: quand je serai grand, je serai expert, comme ça je pourrai dire beaucoup de conneries à la télé. Alors je ne sais pas quel mot utiliser pour qualifier celui qui vient partager son expérience avec des dirigeants. À l'APM, en plus, vous êtes soit dans du témoignage, soit dans l'apport pédagogique. Et moi, en fait, j'aimerais être entre les deux. Car ce que j'essaie de faire, c'est de partager mes outils. Alors, non pas sur un format pédagogique, mais par l'illustration d'un vécu qui est le mien. C'est une manière finalement pour moi d'être plus authentique, même si j'apporte évidemment moins de rigueur pédagogique. Mais l'APM, c'est une opportunité, c'est une chance. C'est une grande famille qui ouvre sa porte à des expériences et des regards bien différents, parfois complètement disruptifs sur le management. Et j'ai cette chance d'en faire partie. Chaque rencontre est pour moi plus qu'un partage. Je m'inspire autant que j'inspire. J'ai fait de magnifiques rencontres. Et pour le médecin que je suis, c'est une chance énorme. Et peut-être une manière différente de faire du soin. Ce que je veux aussi chercher à faire,
c'est d'aller les chercher plus dans leur domaine, dans leur entreprise, pas uniquement montrer moi, mais les clubs APM, c'est une rencontre. Et je dois chercher maintenant comment aller beaucoup plus sur leurs problématiques d'entreprise, dans leur écosystème, trouver justement leurs failles. Et c'est comme ça que je les aiderai davantage. Mettre en place des ateliers qui correspondent à leurs problématiques de dirigeants et évidemment en aucun cas à celles d'un médecin et encore moins d'un médecin du RAID. Tout ça, c'est hyper challengeant et j'ai beaucoup de plaisir à partager ces journées de formation dans les clubs APM. Et maintenant, une autre question. Quel regard portez-vous sur le monde actuel, en proie aux crises multiformes, notamment en ce qui concerne la place de l'humain? L'enchaînement des crises actuelles, j'ai envie de dire, il y a d'abord des crises sur lesquelles j'étais acteur, la crise sécuritaire au moment des attentats, ensuite la crise sanitaire sur le Covid. Évidemment, je me suis impliqué dans les systèmes de soins. Et puis après, il y a toutes les crises où je suis juste un simple citoyen qui regarde, qui observe. Mais je vais être honnête avec vous, je les observe avec beaucoup de sérénité. Ça ne m'inquiète pas, même si évidemment je ne suis pas naïf et que pour notre pays et pour le monde qu'on traverse, entre les crises énergétiques, climatiques, géopolitiques, on a évidemment de bonnes raisons d'être plus que prudent, et d'être surtout déterminé à agir, à trouver ensemble comment avancer malgré ce monde parfois très brutal qui nous plonge dans l'inconnu. Mais je serais malhonnête avec vous si je disais que j'étais inquiet. J'ai confiance en l'humain et je suis certain que certes, peut-être la période, celle qu'on est en train de laisser à nos enfants, n'est pas simple, mais notre rôle, c'est au contraire, leur montrer qu'on a confiance en eux et que le meilleur est devant nous. Si je fais un parallèle, c'est un petit peu ce que j'ai connu au RAID et la force du RAID, c'est justement de ne pas avoir peur de l'inconnu que représente la crise. Servir sans faillir, qui est notre devise, ça ne veut surtout pas dire que on déroulera le plan en bombant le torse. C'est même exactement l'inverse. La crise, au départ, elle est beaucoup plus forte que nous. On le sait et on l'accepte. Mais cela ne modifie en rien la confiance que nous avons en nous, en notre équipe, en notre organisation et en nos outils. Et c'est exactement cette attitude ou cette manière d'agir que j'ai envie que nous ayons tous collectivement face à ce monde fait de crises successives qui ne font que amplifier ce sentiment d'insécurité. Sur le climat, par exemple, je sais que c'est pour les jeunes une des préoccupations principales, mais finalement, ce que j'ai envie de leur montrer, c'est que on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas vers quoi on va, mais il faut pas en avoir peur et être convaincu qu'on a avec nous tous les outils nécessaires. Malgré le contexte actuel marqué par les incertitudes,
il est important de refuser de s'abandonner aux inquiétudes et de rester serein. C'est du moins ce que nous retenons des éléments que vous venez de partager avec nous. Et nous poursuivons donc notre entretien avec la préoccupation suivante. Trois éléments de l'actualité socio-économique de ces 3 derniers mois qui vous ont marqué. Les les trois sujets dont j'ai envie de parler, je vais suivre l'actualité. Je dirais, pour coller à l'actualité, justement, que en premier, c'est la réforme des retraites. Euh, alors, il y a beaucoup à dire, même si je ne ferai pas de politique. Je dirais plutôt qu'en termes de gestion de crise, j'ai l'impression qu'on a franchement mis les go dans le mauvais sens. Quand je dis on, je parle en particulier du pouvoir politique, du gouvernement. Et que pire, on passe notre temps à auto-alimenter l'anxiété et les colères en ajoutant des stimuli internes en permanence. Et finalement, je suis pas sûr que la question de la réforme des retraites soit une crise, mais la manière dont c'est géré, on va finir par réussir à créer une vraie situation de crise. Le politique, et typiquement, dès le début, c'était mal parti. Son rôle, évidemment qu'il doit décider. C'est pas la rue qui décide, c'est aux politiques d'avoir une vision, un cap, et de nous emmener, mais de nous emmener en écoutant, évidemment, en ayant cette empathie nécessaire, mais au-delà de ça, de nous rassurer. Et ça, personnellement, j'ai l'impression que ça a beaucoup manqué dans les 2 mois que nous venons de vivre. Le deuxième point, je reprendrai une casquette de médecin, ce serait les problèmes de notre système de santé qui, pour certains, est à bout de souffle. Moi, je dirais qu'il a surtout besoin d'une véritable mutation et que pour ça, il va falloir non seulement être honnête, regarder, faire un audit le plus réaliste possible et après faire preuve de beaucoup d'audace pour faire évoluer notre système de santé, parce c'est le modèle français, on y est tous très attachés et je pense qu'on ne mesure pas, médecin comme patient, la chance que l'on a. Comme dans beaucoup de domaines, mais là, évidemment, je le connais particulièrement, j'ai l'impression que, ça date pas d'aujourd'hui, les réponses, elles sont uniquement basées sur des moyens. C'est-à-dire qu'on rajoute des moyens, alors qu'on ne va pas au fond du problème et surtout, on ne traite jamais la cause. Et que, en plus, tout ça, finalement, ça nous coûte très cher. Et enfin, troisième point, évidemment, je parlerai du climat ou du dérèglement climatique. Cet été en montagne ou cet hiver, quand on voit les températures, évidemment, je crois qu'il n'y a même pas besoin de mots. Et là encore une fois, il faut surtout pas tomber dans l'éco-anxiété, mais néanmoins, faudra qu'on soit collectivement courageux et déterminé. Pour ma part, j'ai quand même l'impression que l'écologie ne se fera pas sans économie, c'est-à-dire en limitant aussi notre utilisation des ressources. Voilà, c'est les 3 points que j'aurais envie d'aborder, même s'il y en a plein d'autres. Et maintenant, 3 choses qui vous font garder le sourire et rester motivé malgré les crises multiformes.
En fait, il nous a semblé utile d'évoquer cette préoccupation avec vous, notamment compte tenu de votre parcours ou alors de vos activités. Vous êtes très souvent, en tant que manager de l'humain, vous êtes très souvent confronté à des personnes en situation de souffrance, auprès desquelles il faut intervenir en urgence. Euh, je suppose donc avec également parfois des drames humains auxquels vous êtes confrontés. Et nous imaginons bien que ça ne doit pas forcément être, je ne sais pas quel terme utiliser, quel est le terme approprié. Donc peut-être on va dire, ce n'est pas forcément drôle tous les jours. Et c'est précisément pour cette raison que nous sommes curieux de savoir, euh, quels- d'avoir une petite idée de quelques-uns des éléments qui vous aident à tenir, à garder le sourire et à rester motivé euh, en toutes circonstances. J'espère surtout qu'aucune crise ne me fera perdre mon optimisme. Et quand je dis aucune crise, j'intègre totalement la notion d'inconnu. Quelle sera là ou les prochaines crises? J'ai envie de vous dire, eh bien, je n'en sais rien et cela me va parfaitement. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je ne sais, je sais et j'accepte que peut-être ce sera très brutal, que ça nous fera mal, voire même très mal, mais je suis sûr d'une chose, c'est que nous trouverons ou nous créerons notre capacité d'y faire face, d'y répondre et de les dépasser. Moi, je pense depuis très longtemps qu'au contraire, chaque crise est une opportunité, et une opportunité à titre individuel, mais surtout une opportunité pour la société d'avancer et d'être plus fort. C'est ce que certains entendent par l'utilisation du mot de résilience. Et je pense au contraire que chaque crise est une véritable opportunité, individuellement, mais surtout collectivement pour notre société, pour être plus fort, pour aller de l'avant, pour se transformer. C'est ce que Boris Cyrulnik appelait la résilience. Alors ensuite, pour être heureux au quotidien, parce que comme tout le monde, évidemment, j'en ai besoin, eh ben, j'ai des gris-gris. Je regarde les jeunes, et mes enfants en particulier. Je peux aussi regarder la nature, et en particulier la montagne. Et puis enfin, j'écoute de la musique. En conclusion, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. J'ai apprécié l'orientation de vos questions. Parler de moi, évidemment, vous l'avez compris, je n'aime pas ça. Mais ça permet aussi de faire un point de situation, en une sorte de météo personnelle. Surtout, ce que j'ai essayé de faire, c'est de transmettre mes réponses avec enthousiasme. Alors, probablement que le ton de ma voix ne fait pas penser à ça, mais je vous promets que c'est bien réel. J'aimerais que celle ou celui qui m'écoute se dise, bon, lui, en effet, il a vécu... il a vécu des véritables crises, paraît solide, même si évidemment j'ai, comme tout le monde, mes échecs, mes faiblesses, mes défauts, mes doutes. Mais j'ai vraiment confiance en moi, car j'ai passé beaucoup de temps à me préparer, seul, mais surtout en équipe, et avec exigence. Et c'est grâce à cette préparation que j'ai trouvé beaucoup des solutions qui m'ont permis de traverser ces périodes difficiles. J'ai réussi surtout à transformer des émotions en action. Et ça, c'est un point pour moi qui est essentiel. En conférence, comme en workshop ou dans les bootcamps, c'est ce que je transmets. Apprenons à mieux utiliser nos émotions pour passer à l'action. Les émotions, elles sont indispensables. Je suis absolument pas dans le déni, nous sommes tous sauf des robots. Mais ce qu'il faut savoir faire, c'est les prioriser, utiliser les bonnes et les transformer en action.
et si possible en action collective. En neurosciences, on explique parfaitement cela. C'est un passage d'une partie du cerveau émotionnel vers un cerveau plus cognitif qui pousse à l'action. Et on sait aussi que c'est, entre autres, cette capacité-là qui protège du risque de traumatisme psychologique à distance. Je conclurai sur aussi la nécessité, face à un monde en crise permanent, d'être plus en confiance, mais surtout d'être vrai. La force, pour moi, elle vient, comme je l'ai dit en introduction, de notre acceptation de nos fragilités, de nos doutes, de nos peurs. Et on a trop tendance à vouloir souvent les cacher. Ça explique en particulier cette culture du fake, de l'image, et qui finalement nous détruisent plus de l'intérieur. Voilà, c'était un peu ma conclusion.